moi je me présente, je suis Pierre-Edouard de Bureau, je suis hématologue à Paris. J'avais passé le premier ECN informatisé, le CNI en 2016, et donc je suis responsable de l'hématologie à Khalifa. Et donc pour se resituer un peu l'hémato à l'EDN. Ah oui, non, il n'y a pas de souci, Yogan. On est là pour ça, hein, parce que là, il y a pas beaucoup de participants, donc n'hésite pas. Donc, je voulais d'abord reprendre un peu les annales, parce que pour te rendre compte un peu de ce qui a changé un peu sur la philosophie des questions des matos. Avant, les matos, ça tombait hémopathie maligne, majoritairement lymphome, qui tombait très régulièrement. Mais depuis que c'est passé en format ODN, c'est devenu très large. Et donc, c'est bien de se refaire un tour là-dessus, de voir qu'en fait tu peux avoir du myélome, enfin, voilà, les questions qui sont tombées l'année dernière, on les refera à la fin de la conf. Tu avais des questions sur la spléectomie, le syndrome mononucléosique, de l'hémostase, des soins palliatifs. Donc il y a vraiment pas mal de choses qui peuvent tomber. Donc l'idée de la conf, c'est durant les prochaines heures de refaire le point sur les différentes parties de l'hémato. Et voilà, ne pas hésiter s'il y a des notions que tu voulais qu'on détaille un peu plus, il n'y a pas de problème. Parce que la conf, le sujet entier, il fait un peu moins que le temps dédié. Et donc, il y a le temps d'avoir quelques questions. Alors, on va commencer facile, hein, l'hémogramme. Ça, il faut être au taquet, au taquet, au taquet. Vous aurez deux, trois questions sur de la NFS, que ce soit en hémato ou dans les autres spécialités. Hein, euh, il y a très fréquemment des hémogrammes à interpréter. Parce que c'est très facile à poser comme question. Ça sélectionne des gens parce qu'il y a des gens qui ne savent pas l'interpréter et comme le disait un de mes chefs, la NFS c'est l'examen le plus prescrit en France et le moins bien interprété. Hein. Le nombre de fois on nous appelle avec des choses qui ne sont pas forcément pertinentes. Donc retenir, quasi toutes les normes sont basées sur les valeurs absolues. Il y a très peu de pourcentages qui sont importants à part pour le syndrome mononucléosique. Il faut vraiment connaître par cœur, par cœur, par cœur ces valeurs absolues. Après, je voulais faire un petit focus sur la thrombocytose. C'est un des sujets qui peut tomber en question isolée et qui peut être sélectif parce que assez peu de personnes le révisent. La thrombocytose, on cite tout de suite la thrombostémie essentielle, donc le syndrome myéloprolifératif qui est associé à une élévation des plaquettes. Mais il faut savoir que plus de 90% des causes de thrombocytose sont secondaires. Il y a des choses assez banales. Hein. Il y a quatre grandes causes. La carence martiale, l'inflammation, l'asplénisme et la régénération. En fait, quand vous avez une anémie qui récupère, ça va aussi produire en excès des plaquettes parce qu'il y a un progéniteur commun aux globules rouges et aux plaquettes. Ce qui fait qu'en fait, la plupart des thrombocytoses sont basées sur ces causes-là, donc il faut faire une ferritine, une CRP, regarder s'il y a des corps de Joly et regarder dans l'histoire du patient s'il n'y a pas des arguments pour un asplénisme, soit il y a une splénectomie ou fonctionnelle, par exemple dans une drépanocytose, qui est aussi une cause de régénération. Hein. Quand vous avez une anémie, comme je vous disais tout à l'heure, qui récupère, vous avez une thrombocytose modérée. Et si on ne trouve rien, on ne retrouve pas ces causes-là, là, vous avez intérêt à rechercher la thrombostomie essentielle. Après, une autre notion qui peut être intéressante, c'est qu'il y a des paramètres des globules rouges, il y en a pas mal qui vous sont fournis. Il y en a un qui s'appelle l'IDR, ou l'index de répartition des globules rouges, qui est l'écart type en fait de répartition de la courbe de Gauss représentant la taille des globules rouges. Je vous donne un exemple. Hein. Normalement, quand on fait des globules rouges, vous obtenez ce type de forme. C'est-à-dire la majorité des cellules sont au niveau de la partie centrale et vous avez un évasement des deux côtés. Hein. Ça ressemble à une courbe de Gauss assez classique. Euh, et ça va donner un écart type, un IDR faible. Mais il existe certaines situations où vous pouvez avoir deux pics. Vous avez des globules rouges de petite taille et des globules rouges de très grande taille. Et là, si vous faites juste le VGM, qui est le volume globulaire moyen, vous tombez pile entre les deux. Et qu'est-ce qui va vous permettre de se rendre compte que vous n'êtes pas dans la situation du haut, mais dans cette situation-là, bah, c'est l'IDR. L'IDR, il va être très élevé. Et donc ça peut orienter vers
des types d'anémie, et tout particulièrement ce qu'on appelle la double carence. Un patient qui serait carencé en folate et en fer, ou en fer et en vitamine B12. Il y a une situation assez classique que j'ai déjà rencontrée au cours de mon internat, c'est le bypass. Le bypass, c'est une chirurgie où on coupe l'estomac et on va le raccrocher à l'intestin grêle. Donc vous n'avez plus de production du facteur intrinsèque dans l'estomac et vous n'avez plus l'absorption du fer au niveau du duodénum. Ce qui fait que ces patients sont systématiquement carencés en fer et en B12. Ça prend un petit peu de temps à apparaître, hein, et on a quand même 5 ans de réserve de B12. Mais au bout d'un certain temps, ces patients-là qui sont souvent perdus dans la nature, ont plus de suivi, arrêtent les supplémentations, se retrouvent en hémato, en médecine interne, aux urgences avec des anémies. Et vous pouvez rattraper ce diagnostic grâce à l'IDER. Parce que voilà, ce qui s'est passé pour une des patientes que j'avais eues, elle a été prise en charge il y a 10 ans auparavant pour un bypass. Derrière, la clinique a brûlé, le chirurgien est mort, zéro suivi. Et elle se retrouve en hémato pour une anémie normocytaire, comme je l'ai dit, hein, c'est un VGM normal. Ils ont fait le bilan des causes normocytaires, rien trouvé. Et donc ils sont allés faire un myélogramme, ils n'ont pas compris le résultat du myélogramme, ils l'ont envoyé en métropole. Donc elle était en Guyane, cette patiente. Elle a fait un aller-retour en métropole pour que, en regardant l'IDR et en reprenant ses antécédents, on trouve ça et qu'on lui diagnostique une carence en fer et en vitamine B12. Un peu dommage, donc pour éviter ça, c'est pas mal de connaître ce petit point. Et quand vous faites un bilan d'anémie normaux, faites toujours le bilan d'anémie normaux macro ensemble. Parce que ça vous permettra d'éviter cet écueil. Par contre, le bilan d'anémie microcytaire, il est vraiment à part parce que c'est beaucoup, beaucoup plus fréquent que toutes les autres. Et donc là, c'est hyper carré ce que vous devez faire. Bilan d'anémie microcytaire, on va rechercher la carence en fer en premier lieu parce que c'est la cause la plus fréquente. Donc ferritine. Vous pouvez doser la CRP en même temps, comme ça vous savez si c'est une anémie inflammatoire, si c'est pas une carence en fer. Et donc, je rappelle, pour l'anémie normo-macro, il faut d'abord faire les réticulocytes. Puis, dans un second temps, on fera, si c'est arégénératif, les bilans d'écho générale, et si c'est régénératif, la recherche d'une hémolyse. Après, aussi un point qui tombe assez régulièrement et qui est aussi important pour la vraie vie, c'est que les carences, donc fer, vitamine B9, B12, ont des anémies extrêmement chroniques et donc vont être très bien tolérées. Il n'y a pas besoin de transfuser, même chez des patients qui ont des taux d'hémoglobine très faibles, s'ils tolèrent bien. Patiente, exemple, moi j'avais une patiente qui était arrivée avec 4 grammes d'hémoglobine en consultation et elle avait fait son entraînement d'aviron le matin même. Pour vous dire à quel point on peut supporter euh, une, euh, une anémie chronique. Par contre, quand vous avez une anémie aiguë, là le patient il va mal tolérer et donc c'est là où c'est intéressant de faire des transfusions, bien sûr en vérifiant la cause. L'anémie hémolytique, on évite de transfuser parce qu'on sait qu'on va apporter des globules rouges qui peuvent être de nouveau détruits par les anticorps. Mais si votre patient tolère mal, oui, on peut le transfuser. Donc la carence en fer, qu'est-ce qu'il faut faire en première intention? Il faut supplémenter par voie orale parce que c'est beaucoup moins cher. C'est genre 2-3 euros versus 400 euros pour la perfusion de fer injectable. Euh, Plusieurs raisons à ça. Première chose, la carence partielle, c'est une des maladies les plus fréquentes euh, en, euh, au cours de la vie. En France, 1 million de Français vont faire une carence partielle au cours de leur vie. Donc ça va coûter très cher à la sécurité sociale si vous commencez à donner du fer IV à tout le monde. Alors maintenant, pourquoi le fer IV coûte aussi cher? C'est parce que il y a une personne qui est morte chez allergie à un excipient de la perfusion de fer IV. Et donc depuis, c'est interdit de le faire à domicile. Vous êtes obligé d'hospitaliser au moins en hôpital de jour le patient pour pouvoir faire cette perfusion. Maintenant, combien de temps on donne le fer péros, hein, tu poses la question Yogan, c'est 3 à 4 mois. Ce qui va permettre de refaire les réserves. Bien sûr, il faut dans le même temps avoir fait le bilan euh, étiologique et avoir traité la cause. Il y a quelquefois des patients qui arrivent en hémato avec ça n'a pas marché, euh, le, euh, le traitement. Et en fait, quand on discute avec la patiente, on se rend compte qu'ils n'ont pas fait le bilan des causes. C'est hyper important de traiter
mais aussi de traiter, donc de supplémenter, mais aussi de chercher et de traiter la cause. Si votre patient, ça ne marche pas le faire perdre, ça arrive parfois, on vérifie est-ce que le patient a été observant, et donc pour ça, il faut lui avoir donné les bonnes consignes avec le fer péros, lui avoir proposé donc des traitements symptomatiques, parce que le traitement par fer péros est mal toléré. Hein. Il faut leur donner des laxatifs, des antidiarrhéiques, des antispasmodiques, des antinauséeux, parce que tu peux avoir pas mal de symptômes. Il y a aussi des selles noires, ça faut les prévenir, parce que sinon ils vont arrêter, et des maux de tête. Et une fois qu'on a vérifié que le patient a été bien observant, qu'il n'y a pas eu de médicaments ou de choses qui ont empêché l'absorption du fer, le grand classique, c'est le thé. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas 2-3 tasses de thé qui vont être impactants. Il faut boire 10 tasses de thé par jour pour que ça bloque l'absorption du fer, hein, parce que c'est un compétiteur du récepteur du fer au niveau du duodénal. Et donc, si l'observance est bonne, il n'y a pas de prescription et vous avez l'impression d'avoir traité la cause, là, c'est intéressant de nous intéresser en hémato. Il y a quelques causes de carence en fer qui sont génétiques ou liées à des problèmes d'absorption pas toujours très clairs. Et ce pourquoi ça vaut le coup de les adresser en hémato. Mais toute la première partie de prise en charge de la carence partielle peut être faite en médecine générale, dans les services de spécialité. Il n'y a qu'un très faible nombre de malades qui a réellement besoin d'un hématologue. Pour la carence en B9, B12, c'est un peu différent. Alors déjà, les carences en B9, B12 sont dans l'immense majorité des cas primitives. C'est des défauts d'apport, des malabsorptions, des maladies auto-immunes comme la maladie de Biermer, hein, qui est des anticorps qui va bloquer le facteur intrinsèque ou les cellules qui produisent ce facteur intrinsèque, les cellules pariétales. Et là, en fait, il y a quelques causes secondaires, surtout des hémopathies. Donc, ces patients-là, on aime bien les voir en hémato, au moins une fois pour être sûr qu'il n'y ait pas de maladie hémato sous-jacente. Une fois qu'on a fait ça, donc souvent on fait un myélogramme à ces patients, à part contexte ultra évident de malabsorption. La B12, attention, ce n'est pas uniquement nécessaire pour produire de l'ADN pour les globules rouges, ça sert aussi au fonctionnement des neurones. Donc en cas de carence très prononcée en B12, vous pouvez avoir des signes neurologiques. Alors, on cite souvent dans les bouquins la sclérose combinée de la moelle, donc une atteinte de la moelle au niveau pyramidal avec des faiblesses musculaires, le signe de l'hermite, c'est-à-dire des décharges électriques dans le dos, qui part du cou, qui va dans le bas du dos, et des troubles sensitifs. Donc c'est ça la sclérose combinée de la moelle. C'est réversible si on le traite rapidement, mais il y a tout qui a été décrit, hein, des troubles de préhension de la main, des troubles même psychiatriques. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup quand vous avez des patients qui ont des signes neuro bizarres, de quand même faire une petite NFS, vérifier qu'ils n'aient pas un VGM explosé, qui est orienté vers cette carence en B12. Et du coup, ça arrive parfois qu'on ait des doubles carences en B9 et en B12, sur des grosses carences alimentaires. Il faut faire très attention, on ne supplémente pas en B9 avant d'avoir supplémenté en B12. Parce que sinon vous pouvez, en mettant de la B9, relancer l'hématopoïèse, consommer le peu de réserve de B12 qu'il y a et provoquer des troubles neurologiques qui potentiellement ne seraient pas réversibles. Voilà. Après, dans les dossiers qui sont tombés à l'EDN, le grand classique, hein, c'est la maladie de Biermer, c'est les sujets de 60-70 ans, le teint cireux, la glossite de Hunter, donc une inflammation au niveau de la langue et des joues qu'on retrouve dans ces cas en B12 liés à la maladie de Biermer. Et ces patients, la maladie de Biermer, c'est une gastrite et donc il y a un risque de cancer associé. Et ce pourquoi il va être nécessaire de faire une surveillance endoscopique tous les 3 ans pour vérifier qu'il n'y ait pas d'adénocarcinome gastrique, ni qu'il y ait des tumeurs neuroendocrines.